L'émission Archipel est présentée grâce à la contribution de l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Les productions TLMSF tiennent à souligner la précieuse collaboration de l'espace Hyperion et de Studio Éléments. Bonjour, ici Mathieu Dugal. Vous regardez Archipel, une émission qui cartographie la culture des créateurs de Québec. Quelles sont les œuvres d'art que vous apporteriez avec vous sur une île déserte? Une question toute simple que l'on a posée à 12 d'entre eux. Aujourd'hui à l'émission, l'artiste, l'auteur, mais surtout le professeur Richard Sainte-Marie qui a marqué des générations d'étudiants à l'Université Laval. Sur son île déserte, Richard Sainte-Marie apporterait un très beau film. Bonjour, Richard Sainte-Marie. Bonjour, Mathieu. Bienvenue dans notre archipel hors du monde, dans notre belle église Jacques-Cartier ici à Québec, où on va discuter de cartographie de la culture, on va discuter de ce qui a marqué donc des gens de Québec présents dans la culture. Dans votre cas, bien, vous avez été professeur pendant 30 ans, vous avez été musicien, notamment avec première mouture du Cirque du Soleil, homme de radio, auteur. Ça doit être extrêmement difficile de faire un choix quand on a cet horizon mental-là? Oui, c'est difficile parce qu'il faut trouver ce qui est essentiel. Puis c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est essentiel. Faut gratter un peu parce qu'il y a tellement de choses. Puis j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais quelles choses sont essentielles dans ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'ont marqué? Qu'est-ce qui vous a fabriqué? construit? Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis allé là.
Et là, c'était plus facile, mais encore que c'est un Il y a choix des choix difficile. difficiles. Oui, Ouais. oui, oui. Faut Non, ben, élaguer. c'est un peu fallacieux de ce jeu-là, mais on se prête au jeu, puis Ouf, j'ai bon, appris vous-même, beaucoup. vous avez accepté. Oui, Vous avez mais accepté. j'ai appris beaucoup, c'est ça que je trouve intéressant en me préparant pour... Et ça va être très diversifié. On va aller de Francis Bacon à Albert Camus, en passant par Orson Welles et Franz Schubert. Hein. On est vraiment dans la culture. Beau mix. Oui, c'est ça, un beau mix. C'est quand même assez classique, mais assez costaud quand même, chacun dans leur approche. On y reviendra. Mais auparavant, j'aimerais qu'on parle de votre parcours parce qu'il est vraiment extrêmement diversifié. Vous avez été professeur, donc, aux arts visuels, mais vous avez aussi joué dans une fanfare. Vous avez connu Guy Laliberté à ses débuts et vous Oui. avez été musicien de rue et vous dites que ça, c'est vraiment une expérience marquante. Parlons Oui. des expériences, donc ça a été extrêmement Ben, marquant. j'ai été musicien, j'ai appris au conservatoire, donc la musique classique. J'étais tout petit, 10 ans, de 10 à 14 ans, j'ai fait le conservatoire. Après, j'ai été musicien dans la marine canadienne, donc une fanfare de marine. Puis là, on avait des instruments fournis. J'ai essayé la flûte, j'ai essayé le saxophone, j'ai essayé d'autres, ça n'a pas marché. Après, j'étais musicien de bar-salon, j'ai fait de la musique d'hôtel, j'ai fait le hit parade français et américain pour gagner ma vie comme étudiant aux Beaux-Arts. Après, j'ai même enseigné, sitôt en finissant aux Beaux-Arts, j'ai été engagé comme prof à l'université en arts visuels, mais j'ai continué à jouer dans les bars-salons. Puis après, j'ai abandonné. Un jour, on m'a invité à me joindre à des musiciens de rue. J'ai dit, ah, ça, c'est formidable. J'avais toujours rêvé de faire ça. J'avais à ce moment-là 35 ans. Puis j'ai essayé. Puis j'ai dit, c'est formidable. J'ai fait ça jusqu'au Cirque du Soleil en 84. Et vous dites que ça vous a apporté, comment dire, je ne sais pas si vous l'étiez avant, on peut le supposer, mais ça vous a apporté une grande humilité en rapport à la pratique d'un art, le fait d'être musicien de rue et de se mettre Ah oui. comme ça à nu devant tout le monde. Ça change tout, parce que le public, on peut le toucher. Même les premiers engagements, on entrait comme on faisait du terrorisme musical, on avait appris, parce que moi, j'avais 35 ans avec 25 ans d'expérience, puis le conservatoire. Mais il y avait aussi Martine qui avait 16 ans, qui avait 6 mois d'expérience au piccolo, puis la trompette. Puis les deux ensemble, on jouait. Ça compte plus quand on joue ensemble, hein, la musique. Puis là, on avait appris quatre pièces. C'était notre répertoire. On entrait dans un bar comme, mettons, au Jules et Jim, puis on jouait nos 4 pièces, puis on sortait. Mais là, les gens nous parlaient, puis ils nous disaient « Hey, c'est la première fois que je peux toucher un saxophone. » Ah, bien, essaye-le, tu sais. Ah oui? Puis il ne faut pas faire ça trop souvent, on attrape des Ça bobos. dépend, on choisit qui le prêter. Ouais. Mais l'émotion du public, nez à nez, presque, mais aussi de l'instrumentiste. Là. Et dans votre cas, se mettre à nu, formidable. c'était pas une figure, c'était même pas une image, parce que vous Non, étiez c'est vraiment... Vous avez dit que vous avez déjà joué en bobette devant le public. En Europe, on Ouais. avait une tournée en Europe, on a fait 5 pays, puis on avait un spectacle dans lequel j'interprétais un grand concertiste. J'avais en haut, tuxedo, boucs, très, très beau, des beaux souliers turquoise, mais pas de pantalon. C'est le concertiste qui se prend pour un génie, qui entre sur scène, mais il a oublié de mettre ses pantalons. Le roi est nu. Oui, puis il est en bobette, puis bobette blanche. Fait que moi, je dis, faites ça, là. Chaque jour, devant plusieurs centaines de personnes, allez parler en bobette, ça change. Quand tu retournes à l'université à donner tes cours, il n'y a rien qui peut t'arriver. Comme me disait un de mes étudiants, on ne peut pas te prendre des culottes à terre. Non, c'est déjà fait. Mais ça te change du sérieux de la musique. On jouait de la musique pour les petits-enfants. On a joué dans les hôpitaux psychiatriques. Ça, c'est formidable. Hein? On pleurait quand on sortait. Le public, c'est plus le public normal. Il ne t'écoute pas pour les mêmes raisons que les gens sur la rue ou à la télévision. C'est extrêmement intéressant, ça, parce qu'en fait, ça en révèle beaucoup sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez fait, mais aussi sur vos intérêts, parce qu'ils sont extrêmement diversifiés et il y a beaucoup... On sent beaucoup de curiosité, en tout cas, chez vous. Mais il y a tout en commun, les personnes. Là, je m'aperçois qu'en faisant la préparation de l'émission, j'ai vu encore une fois que j'ai toujours fait quelque chose qui demande un public. Pas parce que je cherche le public, c'est pas ça, mais faire de l'art visuel, c'est pour l'exposer à un public. La radio, s'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de radio. La musique, c'est pareil. Enseigner, ça prend des étudiants, une salle ou des étudiants à qui on parle. Donc, il y a toujours le rapport. Puis à chaque fois,
dans tous ces métiers que j'ai faits, ce qui est intéressant, c'est le rapport avec la personne humaine, l'humanité. C'est ça qui est intéressant. Le reste, on peut faire plein de choses. Être mécanicien, c'est pareil, là, si on parle aux clients, etc. C'est des liens extrêmement intéressants. J'ai hâte de voir comment vous allez le faire avec ces 4 artistes que vous avez choisis. On prend une petite pause, Richard Sainte-Marie, et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec pas n'importe qui, Orson Welles. Vous êtes Archipel et on discute donc de cette culture qui nous construit, cette culture qui nous habite longtemps. Et dans votre cas, Richard Sainte-Marie, Orson Welles occupe une place de choix. Et quand on parle de culture qui construit, vous, ça a été vraiment dans votre formation et on vous a pas imposé, mais on vous a dit, là, on va travailler sur Citizen Kane, probablement un des films les mieux cotés dans l'histoire du cinéma, sur toutes les listes. C'est un film qui figure aux premières places. Et vous, là, soit que vous, quand on regarde le traitement qu'on vous a réservé avec ce film-là, soit que vous le détestez ou bien vous tombez en amour avec. Et vous êtes tombé en amour. Ah oui, puis je l'aime encore. Je l'ai vu l'été passé, je ne sais pas quel poste de la télévision. Pour la 25e fois. Peut-être la 25e fois. Mais là, on l'avait fait. J'étais l'assistant à l'université, j'étais l'assistant de Ulysse Comtois en 1970. Et Ulysse avait été, lui, monteur de nouvelles à Radio-Canada, en plus d'être un peintre et un sculpteur. Il avait travaillé avec les jumeaux Fournier, avec Gilles Carle, qui était un ami de cette génération-là. Lui, il était un fou de cinéma. Sam Peckinpah et tout ça. Il était un maniaque. Et Orson Welles, un jour, il nous arrive pendant les vacances d'été. C'était la première année que j'enseignais à l'université. J'avais 24 ans, mais j'étais vraiment sorti de l'École des beaux-arts et entré à l'université comme son assistant. Il arrive avec le film en 16 mm, puis il dit, on va regarder ça. En 16 mm? En 16 mm. Ah, oui. Avec un projecteur. On se prend dans une petite salle. On était avec deux, trois étudiants, et lui et moi. Et là, il projette une fois, on écoute le film. Puis après ça, il dit, on va le regarder une deuxième fois. On va le regarder une deuxième fois. On est allé manger. On l'a regardé une troisième fois. 3 fois dans la même journée? De suite, oui. Après ça, c'était à la fin de l'après-midi. Là, il dit, on va le regarder. Maintenant, on va regarder le film. Là, on connaît l'histoire par cœur. Tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, on va éteindre le son, la bande sonore, pas de paroles, pas de musique. On va regarder le film. Vous l'avez regardé en muet, là? En muet, peut-être pas au complet, par petits bouts. Et après ça, le lendemain, on l'a pris séquence par séquence, plan par plan. Puis là, il nous expliquait, lui, les mouvements de caméra. Regardez, par exemple, le déplacement des personnages. Il y a une scène au tout début où la caméra regarde à travers la... On ne sait pas qu'elle regarde à travers la fenêtre. Elle le recule, on voit que, ils sont dehors. Il neige. Il y a un personnage qui sort, il y a un mouvement. Là, il nous expliquait la combinaison de la mise en scène avec les déplacements de caméra. Puis il nous expliquait à l'époque comment ça avait dû être fait. Il y a plein de choses qui ont été inventées. Des choses, par exemple, il y a une scène qui revient souvent. Il y a une espèce de plan où la caméra passe par-dessus un motel ou un hôtel. Bon, bien ça, c'est une maquette parce que c'était impossible de faire ça au cinéma à cette époque-là. Donc, c'est une maquette. Mais là, on la voit, la maquette, quand ça fait 3-4 fois. Il a disséqué le film. Le montage, par exemple. On regarde l'écran comme ça. On regarde le personnage qui se déplace. Notre œil est rendu là. Le prochain plan, il y a une porte.
Il ouvre la porte, c'est la nuit, il ouvre la porte, il y a de la lumière. Le prochain plan, nos yeux sont déjà là, bien, l'actrice, elle est là aussi. Donc, le metteur en scène nous a amenés, le cinéaste nous a amenés à cet endroit-là. Puis quand le prochain plan arrive, nos yeux sont déjà prêts. Puis ça, on l'a fait là, partout dans le film. Il nous conduit partout. Il nous fait avancer. Il joue avec nous. Ouais. Puis quand on regarde, la plupart des gens regardent un film une fois, parfait, ça passe. Mais quand on l'analyse, on voit comment c'est fait. Et moi, c'est ça qui m'a passionné, c'est de savoir comment c'est fait. La même chose sur la musique. On a fait un plan avec des papiers. L'action, le climax de l'action, il y a des scènes, bon, tout ça. Mettons un schéma. Puis après, on a fait le schéma de la musique, voir si ça se superpose bien. Des fois, il y a de la musique forte à des endroits calmes. Des fois, on voit ça maintenant, on se fait avoir dans un plan absolument agité, puis la musique est très douce. Bien, pourquoi ces choix-là? Pourquoi ils sont faits? Mais pensez-vous... C'est quelqu'un qui choisit ça. Mais je ne veux pas présupposer de votre, de votre manque de curiosité ou quoi que ce soit, mais en même temps, pensez-vous que vous auriez pu découvrir ça sans professeur? Parce que c'est quand même ça, là, je pense pas. La culture, c'est aussi ça. Parce que là, vous étiez dans une école et vous êtes chanceux d'ailleurs d'avoir pu étudier avec Ulysse Comtois qui vous expliquait ça. Mais est-ce qu'Orson Welles, on peut aller sentir ça si on est néophyte, si on est béotien? Ça prend les outils pour le faire. Maintenant, on pourrait le faire plus facilement avec les vidéos parce qu'on peut faire des arrêts sur image. Dans ce temps-là, avec le projecteur 16 mm, on ne pouvait pas. Ça brûlait la caméra. Ça faisait du feu dans la pellicule. Oui. Fait qu'on avançait, puis là, on reculait, puis on avançait. Donc, ça prenait un outil, le projecteur. Comme spectateur d'un film, on n'a pas l'outil pour examiner le film. On peut juste s'asseoir puis le regarder. Il y a peu de gens qui vont se mettre à faire des arrêts sur image puis revenir pour voir où... À moins d'être un vrai maniaque. À moins d'être maniaque ou de vouloir en faire. Moi, je n'ai jamais voulu faire de film. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'Ulysse, moi, j'étais son assistant, j'étais professeur, mais j'avais pas de diplôme, j'avais pas de maîtrise, pas de doctorat, j'avais un diplôme de beaux-arts. Les 5 ans que j'ai travaillé avec lui, moi, je considère que c'est un doctorat que j'ai fait sans diplôme. Cet homme-là était formidable. Justement, comment c'est fait pour lui, c'est important. Il arrivait le lundi avec 2 sacs. Dans le temps, chez Steinberg, il y avait des sacs en papier, avec des poignées, pleins de livres. Des fois, il y avait des films. Il y avait aussi des boulons, des outils. Il venait d'acheter un outil pour une fraiseuse, par exemple. Il nous l'a... Regarde, j'ai acheté ça. Regarde la spirale. Tu vois, c'est pas fait comme une spirale d'une mèche. Et pourquoi... Les outils, pour lui, c'est très important. Et c'est l'enseignement qu'il m'a donné. C'est ça, c'est les clés. Vous donnez des clés. Ouais. Mais comment c'est fait? Les œuvres d'art sont fabriquées, pas par les anges, par des gens. Puis ils ont des outils. Et comment ça marche? Comment c'est fait? Mais la question du prof, j'aimerais y revenir parce que même, il a dit, Orson Welles, à propos de son film, il disait « Don't expect to understand this in one viewing ». Et ça clash tellement avec, je dirais, une conception contemporaine de la culture, une conception commerciale de la culture. Vous n'avez pas l'impression que ce genre de film-là, plus on avance, moins d'emblée on va vouloir aller voir ça? Et surtout si on n'a pas de prof pour nous accompagner, pour nous tenir la main. Oui, mais on va le voir, si on parle de Camus, c'est la même chose. Une histoire peut en cacher une autre, puis comme un train peut en cacher un autre, mais une histoire peut en cacher une autre, puis un personnage peut en cacher un autre aussi. Puis dans un film comme celui-là, il y a plusieurs étages dans le Club Sandwich. On peut le voir d'une façon, puis c'est parfait. Il y en a pour tout le monde. Mais on peut le regarder avec d'autres yeux, si on le regarde. Donc, vous pensez que c'est ça, c'est encore possible aujourd'hui d'être frappé par ça, là, même si on n'a pas eu la culture cinématographique et si on n'a pas personne qui nous... Même si on n'a personne qui nous tient par la main? Oui, mais il faudrait prendre les moyens pour l'étudier, mais je pense que oui. Ou même une simple... une vue normale dans un cinéma... Il faudrait voir. Qu'est-ce qui vous frappe le plus rétrospectivement quand vous repensez à Citizen Kane? Est-ce que c'est le fait qu'il a fait ça dans sa vingtaine quand même? C'est déjà quelque chose. L'ambition du projet aussi, où on dirait que chaque détail est Mais c'est drôle, extrêmement... Mathieu, parce que
C'est pas à Orson Welles que je pense, c'est à Ulysse Gontois, puis à ce que moi, je suis devenu par ça. Vous pensez à votre prof quand vous pensez à Orson Ouais, Welles, à votre c'est mentor. c'est l'expérience avec lui. Puis moi, comme ça m'a changé, ce qui est intéressant, c'est moi. Je veux dire, c'est pas fou, j'ai pas de grosse tête, là, mais c'est ma vie. Puis si elle est réussie, ça peut juste être la mienne. Si la vôtre est réussie, je suis content, mais ça me fait rien, moi. La mienne, elle est meilleure parce que j'ai fait cette expérience-là avec un homme que j'estimais, puis que j'aimais, puis qui m'a appris des choses, puis à 24 ans, j'ai appris des choses qui m'ont aidé après. Comment c'est fait? Ça, c'est important. Puis aussi, les œuvres d'art, quand je dis que ce pas des anges, j'ai toujours cette conviction-là. Puis il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, t'es chanceux », à tous les artistes. Ils vont dire à un artiste « T'es chanceux, toi, t'as du talent. » Mais oui, mais j'ai travaillé, puis j'ai pris les bons outils, puis je connais les outils, je sais comment on fait. Ulysse, il disait « Le magicien qui sort le lapin du chapeau, il sait comment c'est fait. Toi, tu le sais pas. Il baise avec ça. » Mais un magicien qui ne saurait pas comment il a fait, bien, c'est pas un magicien. Bien, les artistes sont des magiciens. Et puis, moi, cette expérience avec Orson Welles, c'est important, mais pour mon développement personnel. Parce qu'on vous a montré, vous a montré comment arriver à la magie, finalement. Oui, puis j'ai appliqué ça dans tout ce que j'ai fait après, tout le temps. D'Orson Welles, on va aller on va glisser vers un autre gros nom de l'art du 20e siècle. C'est le peintre Francis Bacon. Et là, je veux entendre le prof d'art me parler de Francis Bacon, Richard Sainte-Marie. Richard Sainte-Marie, bon, vous avez eu la chance d'étudier, de côtoyer, pas d'étudier, mais de côtoyer Ulysse Gontois à l'École des arts visuels. Et là, moi, je suis content de vous avoir ici, dans Archipel, pour parler de ces œuvres qu'on apporterait sur une île déserte. Mais là, vous avez parlé de Francis Bacon. Vous avez été prof d'art visuel. Et là, c'est vraiment le prof d'art visuel qui tripe sur un artiste. Francis Bacon, là, c'est dur, c'est solide. Et vous, votre coup, quand vous l'avez rencontré, en fait, vous avez vu ses toiles, parce qu'on les a presque tous vues, les toiles, mais c'est quoi la différence entre voir Francis Bacon dans un livre C'est comme tomber en amour avec la photo d'une femme, puis la femme. C'est pas pareil. Puis quelqu'un qui tomberait en amour avec la photo même si c'est une belle photo d'une femme, ce serait un fou. Il faut voir les choses, il faut voir les vraies choses, il faut aller les voir. Puis ils ne sont pas à Québec. Francis Bacon, je ne sais même pas s'il y en a un à Québec. Mais donc, il y avait une rétrospective à New York. Et mon ami Angelo, qui est un Canadien qui travaille en Europe depuis 40 ans, il avait vu cette rétrospective au Tate, je pense, à Londres. Il m'avait écrit « Je sors d'une rétrospective de Francis Bacon. Je pense que je vais arrêter de peindre ou je vais mourir. » Ben, il n'est pas mort, puis il a continué, mais il y a eu une grande période blanche. Moi, j'aimais Francis Bacon en images, dans les revues, tout ça, dans les livres. Il m'avait envoyé le catalogue, d'ailleurs.
Mais quand on arrive devant, c'est la claque sur la gueule parce que les tableaux sont immenses, 5 pieds par 7. Puis là, il y a la réalité de la chair du tableau, là, la peinture. C'est peinturé, là. C'est pas une image, c'est peinturé par quelqu'un. Et en plus, il y avait des particularités dans sa manière de peindre. Certaines toiles sont derrière une vitre. Ouais. Et ça, c'est à dessein. Puis C'est lui qui voulait ça. Il n'y a pas besoin de ça parce qu'on met des vitres devant des œuvres sur papier, des photos, des dessins. Un tableau à l'huile, on n'a pas besoin de ça. Mais lui, il le faisait parce qu'il dit que ça fait une restriction entre le spectateur et le tableau. Donc, parce que l'image, il faut dire souvent, elle est obscène. Puis lui, il s'explique là-dessus sur l'obscénité. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça a débloqué, ça a ouvert une porte. C'est toujours ça que les artistes font, les prédécesseurs, les ancêtres. Ils débordent une porte, puis toi, tu peux ouvrir la porte puis continuer. Peut-être que tu en ouvres toi aussi des portes, mais... Mais qu'est-ce que ça en apprend sur l'obscénité chez Francis Bacon? Lui, il disait à des amis, là, ce qu'on fait tout seul, là, chez nous, ou avec un partenaire sexuel, c'est correct. On a le droit de tout faire si on est deux adultes consentants. Mais on n'a pas le droit de montrer ça en public. C'est ça, l'obscénité. C'est obscène. C'est en dehors de la scène. La scène, c'est chez vous. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu le montres... Lui, il disait... Puis comme Mais il le faisait, il le montrait. Il le montrait. Ouais. Il mettait une lampe avec une petite chaînette, puis il y a un couple homosexuel en train de forniquer ou de se battre, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils font quelque chose sur un lit qui est sur un podium, sur une scène, souvent. Puis il y a des fenêtres, mais vides, il n'y a personne. Donc, il y a des fenêtres pour regarder la scène de derrière, mais c'est un tableau. Nous, on regarde par en avant. Ils sont souvent à peu près à grandeur nature dans les grands tableaux. Et c'est tragique, sexuel, tragique, onirique. Et aussi, c'est de la peinture. Il ne faut pas oublier ça. Il faut et ça, dire l'obscénité, oui. c'est... Il le fait en public, donc c'est interdit, de sorte que moi, je regarde ça, j'ai un plaisir, mais comme quand j'étais adolescent, si ma mère m'avait attrapé avec une revue porno, j'aimais regarder ça, mais je ne veux pas que ma mère me voie regarder ça. Alors, bien, les tableaux de Bacon, ça marche comme ça pour le public. Tu regardes ça, tu as un certain plaisir, mais c'est aussi hideux, c'est aussi pas Une correct. certaine culpabilité aussi. Oui, puis un plaisir à ça, mais tu voudrais pas que ton psy te voie, tu vas regarder, t'aimes Francis Bacon, c'est comme si c'est pas correct. Tu sais. Mais entre c'est ça, c'est intéressant. Mais c'est extrêmement intéressant. Il l'a bien rendu. Bon, évidemment, j'ai pas vu les peintures en vrai, ouais, c'est ça. Mais entre ça et d'avoir le coup, là, comme votre ami qui a dit vouloir arrêter de peindre, et vous, là, ça a été quelque chose de marquant. Là. Ouais, il y a quand même une marge. Là. En quoi est-ce que c'est plus que juste ça, Francis Bacon? Bien, c'est parce que ça a ouvert une porte dans mon travail. Parce que des artistes là, qui repoussent les limites, il y en a. Il y en a mille, plein. là. Puis il y en a d'autres. Ça fait même partie de, pas l'esthétique, mais la Oui. philosophie de l'art contemporain. Bien, tout le monde dérange. tout le monde veut ça. Ouais. Moi, quand j'étais vice-doyen à la Faculté des arts, j'ai entendu des musiciens, profs de musique, dire « Ah, la musique d'un tel, ouais, ça fait pas avancer la musique, mais c'est très bon. » Mais c'est quoi ça, faire avancer la musique? Pourquoi il faut faire avancer la musique? Mais il y a chez les artistes toujours ça. J'ai fait avancer le théâtre, j'ai fait avancer la littérature. Il y en a qui le font, tant mieux. Moi, je le fais pas. Moi, je pense que je suis un suiveux, mais c'est correct, je fais des belles affaires. Mais il y en a qui ouvrent des portes. Puis lui, il a ouvert une porte pour moi. Puis peut-être pas pour mon ami qui est sculpteur à côté, qui fait d'autres choses, qui est intéressé par d'autres choses, mais les œuvres d'art s'intéressent à nous, mais des fois, ils s'intéressent à nous personnellement, comme des personnes. Tu rentres dans l'autobus, moi, j'ai toujours dit ça à mes étudiants. Tu rentres dans l'autobus le matin, il y a 60 personnes, probablement qu'il n'y en a aucune qui te concerne, avec qui tu feras même une journée. C'est pas grave. Il y a peut-être une fille au fond qui est la femme de ta vie, mais elle est au fond. Puis tu ne te rendras pas jusque-là, puis tu descends avant. Mais les personnes s'adressent aux personnes, mais pas tout le temps. Puis des fois, ils ne te concernent pas. Les tableaux, les sculptures, les œuvres d'art, c'est pareil. Il y a des œuvres d'art, des émissions de télévision, de radio, qui concernent la société. Ils ont 1 million d'auditeurs. Mais des fois, il y en a un, là, ça te parle à toi personnellement. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, vu que je fabrique des œuvres d'art, bien là, j'écris des livres, mais c'est pareil. Ça m'intéresse, moi, de parler à quelqu'un. Alors,
quand je regarde Francis Bacon, comment il a fabriqué ses tableaux, puis comment il explique ses tableaux, Mais puis il est où? l'effet que ça a sur moi, Mais c'est cet une leçon. effet-là, c'est parce qu'il y a une recherche d'universel et qu'il veut parler, en tout cas, on sent qu'il veut parler quand même à des gens. Vous êtes quand même assez critique face à l'art contemporain. Est-ce que vous trouvez qu'en général, on ne cherche plus à faire ça, au moins aller parler à Bien, quelqu'un d'autre? Et en quoi Francis Bacon n'a pas ce discours-là, même s'il provoque, ouais. il met, bon, l'homosexualité sur des tableaux de 7 pieds et tout, là? Bien, il y a un problème avec l'art visuel, puis je l'ai vécu toutes les 30 années que j'ai enseigné. Puis c'est ça que j'ai découvert avec la radio, avec l'écriture. En radio, en musique, en écriture, en danse, je suppose, il y a toujours un public attendu, présupposé. Puis on n'écrit pas pour le public, mais on sait qu'il va en avoir un. Si Robert Lepage il fait un spectacle, s'il n'y a personne dans la salle, il va être malheureux. Parce que le but, c'est qu'il y ait du monde plein même, puis même plusieurs soirs de suite. Mais en art visuel, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas la conscience de l'existence d'un public. Et ça, c'est malheureux parce que ça ne change rien à la qualité du travail, mais dans les écoles d'art, on ne se préoccupe pas de ça. On enseigne aux étudiants à faire la peinture, tout ça. On les aide à se développer, à se découvrir le trésor. Le trésor, il est là. Il n'est pas là, il est là. Faut que tu le déterres toi-même. Tu aides l'étudiant à le faire. Mais il ne faut pas oublier que ça va être vu. Là, c'est comme A. Puis si la salle d'exposition est vide, A. Mais non, il n'y a pas A. C'est pas supposé. Là, Donc, il y a une responsabilité. Souvent, on dit, je ne parle pas pour tout le monde de l'art contemporain, mais souvent, on jette la responsabilité sur le fait que les gens ne sont pas curieux, c'est les gens qui ne sont pas ci, sont pas Mais ça. Et vous dites qu'il y a une responsabilité de Oui, l'artiste. oui, oui. Puis ça, c'est propre, je pense, pas à tous, à tous les artistes. Il y a des artistes qui sont vendeurs naturels, là. Tant mieux. Mais la plupart du temps, on ne se préoccupe pas du public. Puis pas méchamment, mais c'est pas une des données. Moi, j'ai fait, justement à cause de la radio, j'ai fait l'expérience de la radio pendant des années. J'ai interviewé des centaines avec Jean-Pierre Gué. L'aérospatiale, la CKRL. Ouais. On a interviewé des artistes en art visuel. Quand j'ai eu ma rétrospective, je suis allé là tous les jours. J'ai dit au gardien, garde, viens pas, ou viens si tu veux, puis, ou tu vas avoir ta paye pareil. Mais moi, j'ai décidé d'être là à mon exposition tous les jours, à toutes les heures d'ouverture, pendant 3 semaines. Bien, j'ai fait mes frais pour la première fois. Ça veut dire que si l'artiste est là, le public voit l'artiste, puis il dit « Ah, il s'intéresse à moi, il m'attend. Ses œuvres m'attendent, mais lui, il m'attend. » Puis là, je peux y parler. Puis j'avais des produits dérivés, des petites images, des livres. Puis avec ça, j'ai couvert mes frais. C'est la première fois de ma vie. Il y a des expositions qui m'ont coûté 20 30 000, que j'avais vendu pour 1 000, des fois 0. Mais là, j'ai couvert mes frais. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est que je me suis préoccupé des gens. Mais c'est pas dans la tradition des artistes en art visuel. Ils travaillent tout seuls, puis après ça, ils vont à la galerie, ils sont au vernissage et c'est fini. C'est grave d'une façon, mais c'est comme... Ça fait partie du métier. Tandis que vu que j'ai joué la musique, vu que j'ai écrit, vu que j'ai fait de la radio, je sais maintenant que dans d'autres domaines, dans d'autres médias, on se préoccupe de ça. Des fois, peut-être trop, mais ça, c'est une autre Des fois, question. peut-être trop. On n'entrera Ouais. pas là-dedans, Richard Exact. Sainte-Marie. On va partir de Francis Bacon et Oui, maintenant, on retourne dans le temps. Schubert a été une grande influence dans votre vie, et notamment une de ses œuvres en particulier. Donc, de Francis Bacon à un lead de Franz Schubert.
Bon, après ce petit cours sur Francis Bacon, oui, on va maintenant retourner. On s'en va à Vienne, 1828. C'est à quelques jours de la mort d'un grand compositeur, Franz Schubert. Et vous avez choisi un de ses derniers leaders, Richard Sainte-Marie. Bon, on vous a connu comme professeur d'art, surtout ici à Québec, mais vous êtes musicien et vous avez appris la clarinette comme premier instrument vers 8 ans. Et c'est un peu à dessein que vous avez fait ça, parce que, bon, un des derniers leaders, le dernier leader de Schubert, le dernier lead de Schubert, il y a de la clarinette dedans, c'est le Pâtre sur le rocher. Oui, et ça, pour vous, là, vous amèneriez ça sur une île déserte. Ah, absolument. Je l'écoute presque à tous les jours. Et c'est toujours un plaisir. Et là, j'ai commencé à comparer certaines interprétations, puis je retourne toujours à Kathleen Battle, toujours, avec Carl Leister à la clarinette, puis James Levine au piano. Pour moi, c'est ça qui me fait la vitesse. Je trouve actuellement, d'ailleurs, une parenthèse, je trouve qu'on joue de plus en plus vite la musique. Incroyable. On dirait que c'est un concours de vitesse, là. Bon. Mais celui-là, il est au bon beat, comme on dit. Et il y a le mélange, le son, la prise de son. Encore là, c'est très... Moi, j'aime beaucoup les outils, j'aime comment c'est fait. La prise de son, puis la place que prend chaque instrument. La clarinette de Leister avec la voix de Battle, les deux ensemble, ça mixe parfaitement. Et on voit que les vibratos, tous, c'est pareil. Puis il y a chacun leur tour. Une fois, c'est un, une fois, c'est l'autre. C'est la clarinette qui finit, d'ailleurs, la chose. Oui, c'est ça. C'est pas la pirouette. Ouais. C'est beau. C'est pas la chanteuse, oui. Ouais. Et d'ailleurs, ben, c'est ça. Puis c'est un des rares, sinon le seul, parce qu'on a écrit quoi? 700 quelques, là, des leaders. C'est le seul où il y a de la clarinette. Mais qu'est-ce qui est au-delà de ça? Bon, ça va vous chercher parce que vous en avez joué. Qu'est-ce qui est au-delà de ça dans la musique, dans ce que Schubert dit là-dedans? Qu'est-ce qui vous émeut profondément? Bien, le ton total, l'atmosphère, sitôt que ça commence, les accords, il y a... On dirait que les premières mesures, ça met la table pour le reste. Et souvent, les œuvres d'art sont souvent comme ça, la musique est souvent comme ça. Il y a une atmosphère, et là, on entre en quelques secondes, on est ailleurs. Et ça, c'est plaisant. C'est ailleurs, puis en même temps, il y a trois qui se parlent, un piano, une clarinette, une voix qui se parlent, qui s'échangent. C'est ça qui est merveilleux. Puis le mélange de tout ça. Ce qui est fascinant dans ce dernier lead-là de Schubert aussi, c'est la dernière œuvre achevée. Oui, exact. Quelques mois avant qu'il ne meure, donc il est mort très jeune d'ailleurs, Schubert. 31 ans. 31 ans. Ouais. Et il y a un climat de sérénité incroyable. Pourtant, il était atteint de la syphilis, il souffrait énormément. Ce clash-là entre son état et ce qu'il dit, est-ce que ça fait partie de votre fascination pour cette œuvre-là? Oui. Ulysse Conta me racontait un jour qu'il avait rencontré un de ses collectionneurs, par hasard. Et le collectionneur, il a dit, d'habitude, j'aime pas trop rencontrer les artistes, je suis toujours déçu. J'aime leur œuvre, j'en achète, puis le gars, il y avait des sculptures à 30 000 $. Donc, il y avait de l'argent pour se les payer, mais il n'aimait pas le contact avec l'artiste parce que ça brisait son amour pour l'œuvre, comme si distinguer ça. Chez Schubert, c'est la même chose. Une œuvre aussi sublime, aussi paisible pour une vie, dans le fond, pas fameuse. 31 ans, il restait chez ses parents la plupart du temps dans sa vie, on et off, et enseignait dans l'école de son père, mais pas une école de musique, une école pour des petits-enfants, lire et écrire. Il n'aimait pas ça. Pas assez bon pianiste pour gagner sa vie comme virtuose. Une vie sentimentale débridée. Nulle. Puis pas assez bon non plus. Assez bon compositeur pour nous, mais pas pour son époque. Puis c'est une chose qui est récurrente dans l'histoire de l'art, des choses qui sont aimées des centaines d'années plus tard. Le Pâtre sur le rocher, je ne pense pas qu'il l'ait entendu lui-même. Alors, ça prouve comment il est disconnecté du public. Quand son père et son frère sont allés chez lui après sa mort, faire l'inventaire de ses biens, ils ont trouvé 2 pantalons, 3 chemises, 2 paires de godasses, un chapeau et that's it. Et des lunettes. Des lunettes, c'est ça. Il couchait avec ses lunettes pour ne pas les oublier le matin. Un étrange personnage. Mais c'est d'une tristesse inouïe pour une musique aussi formidable. Bien, c'est ça, c'est que la musique est fabriquée par des gens.
Francis Bacon, on peut revenir. C'est une vie sordide. Francis Bacon, quand il sortait, puis il avait des petits cheveux blancs, il se mettait du cirage de chaussures. Il se frottait les dents avec du Vim. Pas génial. Comme personne, et il buvait, insultait tout le monde. Un personnage triste, finalement. Il aimait se faire battre. Alors, c'est étrange. Puis il faisait des tableaux, au moins qui ressemblaient à sa vie. Mais c'est pour ça que je comprends le collectionneur qui ne voulait pas embarquer là-dedans. Mais en même temps, on dirait qu'aujourd'hui, on a un rapport aux artistes où on veut que les artistes soient parfaits, ce soient des marketeurs, et il faut qu'ils soient sans tâche, sans peur et sans reproche. L'épisode Quanta, ça a été quand même quelque chose qui est allé vraiment au cœur de ça. Et pourtant, si on faisait l'inventaire de toutes les tares des artistes qu'on adore, je ne sais pas, moi, Richard Strauss qui collaborait avec les nazis, même chose pour Céline, Louis-Ferdinand. Avez-vous l'impression que... Pardon? C'est si beau, en plus. Ouais, Céline. Oui, c'est ça, quand le voyage au bout de la nuit, c'est sublime. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, on a un rapport à l'art qui est très entaché par le fait qu'il faut que les artistes soient parfaits? Oui. Pour qu'on aime leurs œuvres. Il faut qu'ils performent. Parce que Schubert, aujourd'hui, ça serait un itinérant ou presque. Ah oui, absolument, sans doute, oui. Il allait aux putes et tout. Heureusement que dans son temps, tout le monde avait des pianos chez eux, alors ils pouvaient jouer partout. Et maintenant, il n'y a pas de piano. Mais c'est ça, mais est-ce que ça vous fait... comment dire? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, sur le rapport qu'on entretient à l'art? Aujourd'hui, il faut que les artistes soient médiatiques. Donc, il faut qu'ils performent dans un autre médium que le leur. Sauf les artistes en art visuel. Jean-Pierre Guy et moi, on a prouvé que les artistes en art visuel étaient intéressants à la radio. À Radio-Canada, il m'avait déjà dit c'est pas radiophonique, la peinture. Bien, excusez-moi, mais on a interviewé 608 différents en 4 ans. Puis ils étaient intéressants, ils ont des choses à dire, puis même si c'est à la radio. Mais les artistes visuels sont moins invités, sont moins médiatiques. Pourtant, à la télévision, à part des belles émissions qu'il y a eu récemment sur les œuvres du 1 Ou celle-là. Ou celle-là, c'est ça. Où on les voit pas. Puis ça, ça doit aller aussi, je suppose, avec Facebook, puis Twitter, puis YouTube, que tout le monde veut être. Mais plus que ça encore, des artistes qui sont désagréables, des artistes, dans le fond, on les aime pas parce que c'est des êtres humains extraordinaires. On les aime parce que leurs œuvres, Beethoven, paraît-il, était exécrable. C'était vraiment quelqu'un qui n'était pas chouette à côtoyer. Mais est-ce que c'est entaché, ça? Notre rapport à l'art est entaché par ça? Oui, parce qu'on veut qu'ils performent. Alors, on est déçu de leur performance médiatique ou sociale. Puis notre déception va sur leur œuvre. Ça, c'est l'humanité. Moi, je pense à ça de ce temps-là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais est-ce que tu as déjà été déçu d'une girafe? Probablement jamais. Ou d'un raton laveur. Peut-être que les ratons laveurs, entre eux, il y en a un qui pense que l'autre, il ne l'a pas. T'sais? Je sais pas. Pour moi, les ratons laveurs sont tous pareils. Ils sont tous performants. Nous, on est décevants. L'humanité est formidable. C'est l'animal le plus formidable, mais le plus décevant. Il tue son voisin, il viole, il invente il invente des bombes qu'on marche dessus, des mines, oui. Puis l'homme qui a inventé la mine antipersonnelle, c'est un scientifique qui étudiait à l'université. C'est décevant. Et qui aimait ses enfants, probablement. Ouais. Mais donc, l'humanité, elle a ça. Fait qu'on transporte ça dans la fabrication des œuvres d'art, puis on les dissocie pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. En fait, on le dissocie moins. On le dissocie moins, que c'était. Avant, c'était pas de même. Oui, c'est ça. Hein? Une chose, rapidement, par exemple, oui. Quand j'ai commencé à enseigner en 70, Ulysse me disait qu'il cachait... Ulysse Comtois, il cachait à ses clients la galerie chez Mira-Godard, où j'ai exposé moi aussi, à Montréal. La galerie Mira-Godard ne disait surtout pas que tu étais prof à l'université, parce que ça montrait qu'il fallait que tu gagnes ta vie donc tu n'étais pas assez un bon artiste. Puis, passé les années 80,
Là, ça devenait une garantie que tu étais un bon artiste puisque tu enseignais à l'université. En tout cas, ça en dit beaucoup sur notre rapport à l'art. Et quelqu'un qui a pensé là-dessus, mais aussi notre rapport à la politique, c'est Albert Camus et son parcours vous a ému. Son dernier roman, Inachevé, fait partie de ce que vous voudriez apporter sur une île déserte. On va parler du premier homme d'Albert Camus dans quelques secondes. Charles Sainte-Marie, on a beaucoup parlé de l'artiste et sa réception dans le public, comment un artiste, comment un intellectuel doit vivre dans la cité. Et on termine avec quelqu'un qui s'est beaucoup posé ces questions-là. C'est Albert Camus. Et c'est pas n'importe quel livre que vous nous proposez, que vous nous proposez, mais que vous apporteriez sur une île déserte. C'est le dernier livre d'Albert Camus, Le premier homme, un livre qui est inachevé. Il est mort donc pendant qu'il l'écrivait et qui raconte vraiment, c'est autobiographique. Est-ce que c'est le fait que Albert Camus raconte son enfance et comment il est devenu Albert Camus qui vous fascine dans Le premier homme? Non. Ce qui m'a d'abord touché, c'est que quand je disais tout à l'heure qu'il y a des œuvres d'art qui s'adressent à toi en particulier, c'était le cas. J'ai acheté ce livre-là à Arles, d'une petite librairie minuscule. Ça venait de sortir en 1994. Donc, un manuscrit, premier jet. L'éditeur a dû mettre des points puis des majuscules, puis il y avait des mots incompréhensibles, il les a mis entre crochets. Il a laissé ça intact. Il y a même des reproductions de son manuscrit écrit tout petit. Là. Et, donc, ça m'intéressait parce que j'ai dit, là, on va savoir comment il fait, parce qu'on va avoir le premier jet. On a toujours la dernière version retouchée, corrigée, rediscutée, retravaillée. Moi, j'écris mes livres 14-15 fois avant que ça sorte. Et là, on a le premier jet. On va savoir comment c'est fait. D'ailleurs, on voit des choses qui sont intéressantes. C'est anecdotique, mais des mêmes mots répétés, des erreurs. Bon, c'est pas grave. Mais, deuxième chapitre, j'ai eu encore là une claque sur la gueule. Le deuxième chapitre, la personne qui, en fait, représente Albert Camus, il écrit au « il ». Oui. Ça, c'est intéressant aussi. La personne va dans un cimetière et il voit le tombeau de son père, puis il fait le calcul des dates, puis il dit « Ah, mon père est plus jeune que moi. » Parce que Camus est né en 1913, son père est mort en 14. Donc, c'est pareil dans le livre. Donc, il n'a jamais connu son père, il n'a pas eu de père. Ça, c'est important. Et là, il retrouve son père, il dit « Mon père est plus jeune que moi. » Notre père ne peut pas être plus jeune que soi. Mais moi, j'ai vécu la même chose. Alors, ça m'a interpellé, bien entendu. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans. J'ai perdu ma mère à 20 ans et mon fils à 24. Et je me rappelle, à ce moment-là, je me suis comme senti, comme d'ailleurs, il y a des analystes de Camus qui parlent de ça, et je me retrouve là aussi. Je me suis retrouvé comme si, dans la chaîne biographique, la chaîne généalogique, le passé, il est enlevé, puis le futur. Il te reste juste toi au présent. Et là, on your own, comme disent les Anglais. Donc, vraiment, vous, c'était l'aspect où ça allait rejoindre votre vie. Là. Absolument. Vraiment ça. Là, il me parle à moi. Là. J'ai vécu ça.
le choc n'a pas été... Quand c'est arrivé, quand j'avais entre 19 et 24 ans, les 3 personnes les plus importantes de ta vie. D'ailleurs, il manque le dernier bout du livre, c'est la mère. Il y a la première partie, le père, après le fils, dans le livre, le premier homme, et la mère, il ne l'a jamais écrit. La mère, pour moi, c'est super important, c'est la figure de ma vie. Bon. Et je les ai perdus, et je me trouve entre deux, et là, comme il dit dans le livre, si tu n'as pas eu de père, tu es obligé de l'inventer, de le retrouver. Lui, il retourne. Le livre, c'est un retour, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est-à-dire que c'est un récit fictif qui n'a rien à voir avec la vraie histoire, les vrais faits, qui des choses inventées où les personnages prennent la place de sentiments ou de choses, par exemple, comme la vérité ou la fraternité ou des choses comme ça. Donc, les personnages cachent un autre. Mais les personnages cachent même des trucs philosophiques ou sociaux. Donc, le personnage, c'est pas un personnage qui se promène, il incarne un concept. Et ça c'est intéressant. Tout le livre, c'est le retour, l'invention. Il avait pensé de l'appeler Adam, ce livre-là. Oui. Et, puis Jung, le mythe d'Adam, c'est l'ancêtre. Bon. Adam et Ève, Adam n'a pas eu de père. Il y a eu un créateur. Ça aussi, c'est un mythe, mais en tout cas. Il y a eu un créateur, il n'y a pas eu de père. Il y a eu 2 fils, dont un meurtrier. Tu sais, ça part bien l'humanité, ça. C'est parfait, ça. On est encore comme ça. Tu sais, c'est formidable. Mais il faut réinventer tout ça. C'est ce que Camus fait. Et moi, je trouve que c'est une leçon. Moi, je me rappelle souvent de dire, mais j'ai pas de parents, donc j'ai pas de... Faut que je m'invente. Faut que je m'invente, faut que je me crée, faut que je trouve ma vérité, puis mes choses qui sont importantes pour moi, puis je peux pas avoir d'aide de papa, il est pas là. Mais l'aide chez Camus, il y a plus forte raison, c'est le professeur. Oui. Parce qu'en fait, il raconte, bon, oui, il y a le mythe, mais il y a quand même des choses qui sont vraies, entre guillemets, Exact. parce que c'est sa vie élevée donc par sa grand-mère et par sa mère, qui était très effacée. Et donc, le professeur qui a été celui qui est allé le chercher, qui a vu en lui qu'il était talentueux, qu'il aimait le français, qu'il était bon là-dedans, qui est allé voir sa grand-mère et sa mère, ils lui ont dit « Ce petit gars-là, là, il faudrait peut-être qu'il aille au lycée, il faudrait peut-être qu'il fasse ses examens pour aller plus loin. » Pour vous, là, on vient de parler là, presque pendant 1 heure de culture. Il dit que la culture, c'est ce qui lui a permis de se dépasser, de se libérer de lui-même. Est-ce que ça, comme professeur, ça va vous chercher, ça? Oui, oui. Moi, je suis absolument convaincu qu'on a un trésor intérieur, tout le monde. Puis il y en a qui ont des gros trésors, comme Albert Einstein, par exemple, ou Picasso. Il y avait un gros trésor et ils l'ont trouvé. Il y en a qui ont des petits trésors, mais c'est ça. Mais si tu cherches partout, tu ne le trouveras jamais. Il est en toi. Puis si tu prends ta vie pour le trouver, puis tu ne trouves rien, bien, ce sera le tien. Ce sera un colossal rien. Mais c'est pas grave. Il y a plein de monde qui meurt. Une colossale recherche. On parlait tantôt avec le caméraman, puis il y en a qui meurent, puis il disait « il s'est rien passé ». Sur son lit de mort, la personne dit « il s'est rien passé ». C'est d'une tristesse, mais la plupart des gens sont comme ça. Il y en a quelques-uns qui laissent des choses pour la postérité, tant mieux, comme on parle des grands génies, mais il y en a des besogneux comme moi, là, des travailleurs. Moi, je ne pense pas être un intellectuel. Je pense que je suis un travailleur. Je travaille beaucoup. Puis je ne suis pas très performant pour les efforts fournis puis le résultat. Il y a tellement d'efforts que ce n'est pas très productif, là, finalement. Mais c'est comme ça. Alors, j'y peux rien. Mais le trésor de chacun, quand tu es prof d'art, tu essaies de l'aider la personne à trouver son trésor. Mettons que vous n'avez pas fait grand-chose, je ne suis pas d'accord avec ça, là, mais il y a quand même, ce qui est intéressant là-dedans, et ce que Camus dit dans Le Premier Homme, c'est que si on n'a pas quelqu'un qui nous donne des choses qui sont extérieures à soi pour aller se découvrir ailleurs par les œuvres, parce que c'est ça, lui, c'est la langue, ça a été la langue, la poésie, tout ça. Là, c'est là où on devient recroquevillé, on n'est plus ouvert au monde. C'est ça, la leçon, dans le fond, du Premier Homme. Et c'est là où ça va rejoindre votre vie, non? Oui. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui nous... Vous nous avez parlé de Bacon, de Schubert, de tout ça. Moi, dans ma tête, là, c'est comme « j'ai essayé, on peut ». C'est ça que ça me dit. Comme, je vois un tableau de Bacon, « Ah, regarde, on peut ». Ben oui, on peut. Tu savais pas qu'on pouvait? Oui, mais non, je savais pas. Mais là, il me dit, regarde, j'ai essayé, ça marche, fais-le. Mais fais ton affaire à toi. Puis
Schubert, c'est pareil. Regarde, j'ai essayé, là, ça marche. C'est ça, les professeurs. C'est comme des jalons qui disent, regarde, on peut... Il y en a qui sont des plus grands ouvreurs de pas. Ils nous tirent Puis, plus ouais. vers le haut. Hein. Puis, exact. Puis, il faut les choisir, mais il faut les trouver. Puis Faut ça, les c'est le trouver. hasard, souvent. Puis ça, on est bien chanceux quand on en a Ouais. des bons. Hein. On s'en rappelle de nos bons Et professeurs. puis, il n'y en a pas 1000. Il y en a, non, effectivement. En terminant, Richard Sainte-Marie, on a parlé d'île déserte. Vous y amèneriez Camus, Bacon, Schubert. Elle est où, cette île déserte-là? Oh, une place avec des palmiers. Là. Moi, je suis Ah ouais? très traditionnel. Une île déserte, pour moi, c'est... Il fait pas froid, Du en sable. tout cas. Du sable. L'eau chaude. Il faut qu'on puisse manger des affaires dans les arbres. Peut-être en Algérie, on vient de parler de Camus. Oui. Hein? Au large de l'Algérie. Au large de l'Algérie, ce serait bien. Bon, ben, tiens, une île déserte méditerranéenne. Oui. C'est un beau point d'orgue pour cette entrevue. Richard Sainte-Marie, homme de musique, musicien, homme de radio, prof, peintre, artiste visuel. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci d'avoir pensé à moi. C'était un grand plaisir.